Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. 2 épisodes en une semaine, vous êtes quand même bien gâtés, on sent que Noël approche. Aujourd'hui, avec mes compères du jour, on va revenir sur ce premier tiers de la saison. Alors pour être précis, on enregistre après la victoire face aux Lakers dont les Celtics ont, à l'heure où on enregistre, joué 29 matchs. Donc un tout petit peu plus que le tiers de la saison, mais voilà, on va revenir sur cette petite trentaine de matchs à peine, et particulièrement le road trip assez récent. On va essayer de voir si les prémices qu'on avait pu entrevoir lors de l'épisode qu'on avait tourné après les 10 premiers matchs se sont confirmées ou pas. On parlera un peu de la suite, des attentes pour le reste de la saison, est-ce qu'elles ont évolué depuis octobre, etc. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Pierre. Salut Pierre, comment ça va? Salut à tous, salut Titouan, salut Robin. La forme? Oh, la forme comme quelqu'un qui a appris un an de plus il n'y a pas longtemps, donc qui se rapproche inéluctablement de la quarantaine. Donc mes os craquent, mes muscles s'atrophient, mais ça va, je peux encore parler. Bah, joyeux anniversaire à toi du coup. Là, et celui qui complète le trio et qui fait un back-to-back podcast, c'est Robin. Salut Robin. Salut à tous. Ouais, Ça va? back to back. J'ai des limitations de minutes, je ferai attention. Pas de repos sur les back-to-back pour toi. Ouais, pas encore aussi. Pas encore comme moi, je vais papa. bientôt les demander, j'annonce. Bon les gars, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et on va commencer par les choses qui fâchent. Je vais vous lancer sur le road trip qui vient de se terminer. On le savait, c'était la partie dure du calendrier, des déplacements dangereux à Brooklyn et Toronto. Ensuite, ça allait à l'ouest affronter les leaders de la conférence ouest à l'époque, donc les Suns, puis les Warriors pour un remake des finales NBA. Et enfin, un back-to-back justement Angelinos face aux Clippers et aux Lakers. Résultat, 4 victoires, 2 défaites, des choses très positives. Je pense notamment au match face aux Raptors et surtout aux Suns. Et des choses beaucoup moins belles, notamment les 2 défaites et même la victoire face aux Lakers. Pierre, je te lance en premier avec une question un peu choc. Les Celtics sont-ils des fraudes? Ah oui, carrément. Ouais, ça y va, ça demande toujours comme ça. Alors, non, pas du tout, parce que dans le sens où on va recontextualiser, bizarrement, il n'y a aucune des défaites qui m'inquiète. Celle qui était là, celle qui m'ennuie plus, c'est celle juste avant le road trip, en fait, où on perd contre Miami, qu'on jouait 2 fois d'affilée, parce que ça a montré un petit peu notre incapacité à attaquer une zone qui a un truc assez récurrente chez nous, malgré les changements de coach. On sait que pour ça, Spoelstra est très fort à mettre en place des zones et on a toujours beaucoup de mal à les attaquer. Après, sur la série en cours, si on prend les stats brutes, bah, évidemment, ça a chuté parce que bah, t'es plus chez toi, tu changes de contexte, d'environnement. Donc, enfin, toutes les stats, j'ai regardé sur les 6 derniers matchs, pardon, on est passé de 119 points à 111, de 48% au free goal à 45, de 39% à 3 points à 34, au lancer franc de 82 à 75. On prend moins de rebonds, on a moins de passes aussi. Et par contre, au niveau des turnovers, ça bouge pas beaucoup, et au niveau des contres non plus. Donc voilà, après c'était attendu, surtout vu qu'on a fait quand même l'essentiel de ce back-to-back sans Hall, qui a toujours ce rôle pour asseoir un petit peu la défense. Et d'ailleurs, en ce sens, je trouvais le match contre les Nets assez intéressant en fait. Bah, c'est vrai qu'on avait il y a des excuses
on va dire, le fait, comme tu l'as dit, le fait d'être loin de la maison, d'enchaîner, des matchs contre de grosses adversités, hein, quand même, et les absences, donc toujours, Robert Williams absent et donc, alors Ford, je crois même, il y a pas un guard qui a loupé un match dans le lot? J'ai un petit doute là. Mais oui, donc il y avait des excuses. Après justement, est-ce que ça excuse tout? Robin, toi, pour toi, le road trip, il est donc 4 victoires, 2 défaites. En termes de bilan, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que dans la manière, tu trouves qu'il est raté, il est plutôt moyen? Ou au contraire, non, faire 4 victoires, 2 défaites, même avec, certains matchs, pas très bons, pour toi, c'est quand même un road trip réussi? Bah, comptablement, tu l'as dit, il est bon. Enfin, je trouve que vu les adversaires joués à l'extérieur, 4-2, je trouve ça plutôt bon dans l'ensemble. Après, sur le contenu, je trouve que il est difficile à analyser, que ce soit dans les bonnes ou les mauvaises choses, parce que je pense que par exemple le match contre les Suns, bah, c'est une anomalie. C'est-à-dire que bah t'as des gros absents et malgré tout, enfin tu mets absolument tout. Je pense que les Suns n'étaient pas non plus dans un bon jour et au final tu te mets à faire le match quasi parfait offensivement et à réussir à peu près tout ce que tu entreprends. Donc quand c'est une anomalie, c'est toujours difficile aussi de le prendre pour acquis. C'est bien de savoir qu'on est capable de le faire et que sur un match, bah tu peux avoir vraiment la possibilité d'outscorer des équipes de très haut niveau parce que les Suns sont une équipe de très haut niveau. Après, de là en faire une norme, on sait très bien que c'est impossible et c'est vraiment un épiphénomène, je pense. C'est exactement la même chose aussi pour nos défaites, c'est-à-dire que sur nos deux défaites, bah t'as encore une fois des absents qui sont importants et pour le coup, à l'inverse des Suns, il y a rien qui marche. Je trouve par contre les matchs des Nets et de Toronto, euh, ainsi que les Lakers, il y a plus de choses à retenir. Dans le bon comme dans le mauvais. Pierre parlait des Nets, j'ai trouvé notre match contre les Nets très intéressant, notamment par exemple Horford défensivement. Je pense que c'est le meilleur match qu'il fait de l'année, avec une vraie grosse mobilité. Il y a plusieurs contres, il y a vraiment plusieurs choses qui sont très bien senties, qui sont très bien exécutées collectivement et notamment lui personnellement. Et après, il y a des moins bonnes choses comme la victoire contre les Lakers, où personnellement, c'est peut-être le match qui m'a le plus frustré de l'année. En fait, je nous ai revus contre les Bulls l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu un match où on menait de 20, on finit par le perdre. C'est un match qui m'avait insupporté. Et là, contre les Lakers, je vous cache pas que je l'ai vu en deux fois, parce qu'à 5 minutes de la fin, quand il passe à +8, je pète les plombs. Enfin, on a vraiment revu le Boston exécrable du début d'année dernière, où tu te mets à jouer à l'envers. Et pour le coup, sans vouloir faire offense aux Lakers et faire du bashing gratuit, je trouve qu'en plus au niveau des équipes, sur la première mi-temps proposée, il n'y avait pas photo en fait. T'étais au-dessus et tu les remets tout seul dans le match à coup d'erreurs et de mauvais choix qui sont complètement évitables et qui te forcent à faire du hero ball. Alors c'est très bien pour Tatum et sa course au MVP, c'est cool. Sauf que sur un back-to-back, tu joues une prolongation et la veille, t'as joué 40 minutes. Ouah, si on peut s'éviter des trucs comme ça, c'est quand même bien. Donc, dans, dans, pour finir, le road trip, comptablement, et finalement, c'est aussi un petit peu ce qui compte quand même quand tu fais la course en tête, c'est de pas te faire rattraper. Tu, tu, tu fais le job, t'aurais pu mieux faire, clairement, mais t'as aussi, pas des excuses, mais des explications qui font qu'il y a aussi des fois, t'es passé au travers. Alors, tu dit que, je suis plutôt d'accord avec toi, tu as dit que, par contre, il y avait des matchs où c'était difficile d'en tirer des choses. Je voudrais qu'on revienne, tu as parlé notamment du match contre les Suns, tu as parlé du match contre les Lakers, tu as parlé de Toronto et de Brooklyn. Il y a 2 matchs dont tu pas parlé et c'est les 2 défaites et je voudrais qu'on revienne un peu dessus quand même parce que et justement le fait que tu les abordes pas, est-ce que c'est le biais du fan qui essaye d'oublier les défaites? En fait, Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, ou est-ce qu'on se dit, «Non, il y a vraiment rien à en tirer, on était en juste fait, pas bon, ça arrive»? c'est très compliqué, je trouve, d'en tirer quelque chose déjà à partir du moment où t'as pas Orford.
Surtout, enfin, Horford représente vraiment l'intérieur le plus performant et celui qui est l'assise défensive du coup intérieur pour le coup depuis le début d'année. C'est en plus un vétéran hyper important. Enfin, on va pas rabâcher un petit peu le rôle d'Al Horford chez nous et qui est en plus dupliqué par l'absence de Rob. Donc à partir du moment où déjà t'as pas ça et que tu joues une défense en drop face à des équipes comme les Golden State Warriors qui ont absolument, enfin, qui ont beaucoup d'attaquants qui peuvent pull up, etc., qui peuvent sanctionner ce drop, bah, déjà de base, tu pars perdant. Donc, enfin, tu tombes en plus sur un Clay game, encore une fois, où tout lui réussit, alors que depuis le début de l'année, bon, enfin, c'est quand même un petit peu compliqué, même si oui, ça fait 5 matchs qu'il a arrêté les réseaux sociaux et que ça va mieux et tout, c'est quand même un échantillon qui, comparé à la totalité de la saison, est faible. Donc peut-être qu'aussi c'est un soir où tout leur réussit et toi t'as juste, à mon avis, pas assez de matériel pour pouvoir te dire ah ouais, on aurait pu mieux faire et tout. Enfin, c'est vraiment compliqué, je trouve, dans l'état actuel du roster où il y a nos deux grosses défaites. Ça n'empêche pas de trouver, par exemple, les performances de Tatum insuffisantes et tout. Hein. On peut après prendre cas par cas, mais collectivement, je trouve pas que t'en tires tant de leçons que ça, en fait. Parce que tu démarres sans pivot titulaire face une, qu'on le veuille ou non, des tenants du titre, qui en plus depuis le début de l'année, même si comptablement ils sont pas performants, sont bons chez eux. Faut pas l'oublier non plus. Donc bon, Ouais. enfin, je trouve qu'il y a quand même peu de matière pour se faire un avis. Et puis encore une fois, c'est pas deux matchs comme ça qui vont non plus me faire tirer des conclusions plus fortes que les conclusions que j'ai depuis 29 matchs, tu vois. Oui, bah globalement, de toute façon, globalement, je pense on est tous d'accord. C'est plus pour le bien du débat et du podcast que je Ouais, suis obligé de me faire je l'avocat veux du pas les diable. balayer, mais j'ai du mal en fait à trouver de matière. Alors du coup, peut-être que vous allez en trouver plus que moi pour le coup. C'est pas très Bah, compliqué. Mais ouais, c'est vraiment difficile. bah, Il y aurait eu Rob par exemple. J'aurais ou même Orford, tu prends la même défaite avec Orford, là on peut discuter. Mais là pour le coup, et je fais la même chose contre les Suns. Pour moi les Suns c'est une anomalie parce enfin quand j'apprends que Al Horford est pas là, pour moi on est censé se faire déchirer. bah, Et en fait, c'est vrai que l'échantillon reste faible. C'est quand même 2 défaites contre 2 à la base contenders quand même. Donc c'est ça qui interpelle. Après, oui, c'est vrai que ça fait 2 défaites sur 29 matchs. Enfin, on en a eu plus, mais c'est ces deux-là qui sont marquantes sur 29 matchs, à l'extérieur en plus. Donc c'est à remettre dans le contexte. Pierre, toi, ces 2 défaites, est-ce que tu en tires quelque chose ou est-ce que pour toi c'est bon, bah voilà, c'est une défaite dans un road trip à l'ouest, c'est des choses qui arrivent, même au meilleur, on va dire. Ouais, moi, je suis vraiment assez partisan c'est des choses qui arrivent, d'autant plus que je crois qu'en fait, en ce sens, le match de Phoenix ne nous fait pas du bien. C'est-à-dire que c'est un peu, il y a comme une euphorie, et j'ai même envie de dire que c'est un retour sur Terre assez salutaire en fait pour la suite. Parce que à Phoenix, tu te présentes sans Hal, comme Robin a dit, et moi aussi, comme lui, je pensais qu'on allait se faire déchirer par, euh, par Phoenix. Et au final, tu leur en colles 40 à un moment quand même. Hein. Et je veux dire, il n'y a pas eu de match. Et je crois qu'en fait, tu es un peu grisé sur ça. Et puis c'est humain, en fait, d'être comme ça. Tu as le match à Golden State avec tout ce que ça représente, parce que c'est le remake des Finals, tout ça. Green, Curry, Thompson, tu te prends un gros match des Splash Bros. Bon, c'est des choses qui arrivent aussi, surtout eux à domicile, où ils sont vraiment beaucoup plus performants qu'à l'extérieur. On le voit en ce moment, là, alors qu'ils viennent d'entamer leur road trip. Là encore, enfin, je veux dire, perdre à Golden State, c'est pas honteux. Et après, sur la défaite aux Clippers, bah pareil, surtout que c'est deux matchs où tu raterais, tu mettrais pas un caillou dans l'océan, quoi. Tellement t'es maladroit. Donc à partir de là, bon, il y a tous les éléments pour ne pas gagner. À la limite, je rejoins là aussi Robin. C'est vrai que le match des Nets, j'ai trouvé très très intéressant. Parce que justement, il y a eu. On a vu un peu ce que défensivement on pouvait faire sur des plus longues durées. Ça, j'ai bien aimé.
Gagner à Toronto, c'est jamais évident. C'est une équipe qui est ultra physique, ultra athlétique. Et on arrive là aussi à gagner sans Hall. Et après, ouais, à la limite, la victoire problématique, c'est contre Los Angeles, parce qu'effectivement, on joue une mi-temps, quoi. On joue une mi-temps, et après, on arrête de faire les choses bien qui fonctionnaient, quoi. Donc, on repart sur de l'ISO à gogo, des mauvais choix, on se crispe tout seul. Et, euh, et voilà, mais après, enfin, je veux dire, 4-2, si on m'avait dit 4-2 avec les absences qu'il qui y aurait, j'aurais signé des deux mains tout de suite, hein. Vraiment. Et d'ailleurs, est-ce que le plus surprenant, ce serait pas au-delà de la défaite, comme vous l'avez dit, dans les circonstances qu'elles étaient, est-ce que c'est pas le fait de perdre 2 fois d'affilée? On sait que c'était une de nos forces, l'année dernière. Pendant très longtemps, il y avait eu beaucoup de choses qui se disaient là-dessus, sur le fait que les Celtics avaient la faculté de rebondir après chaque défaite. Heu, est-ce qu'au final, je vous avoue que moi, je m'attendais à ce qu'on gagne les Clippers. Après la défaite face aux Warriors, je m'attendais à ce qu'on gagne les Clippers et limite qu'on perde contre les Lakers. Est-ce que vous, ça vous a surpris les 2 défaites, d'affilée comme ça? Bah, surpris, encore une fois, t'as pas Hall, toujours pareil. Et puis, enfin, t'as deux adversaires de très grosse qualité. Je veux dire, les Clippers, c'est la première fois qu'ils alignent leur équipe type. Faut pas oublier qu'en début d'année, leur équipe type est considérée comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur roster de l'NBA. Donc, donc du coup, enfin, ouais, Pierre, là, moi je suis d'accord avec Pierre sur le fait que ouais, les Suns, tu touches le paradis, puis au bout d'un moment, bah, tu prends une gifle d'équipes qui sont comptablement moins bien classées, et du coup tu dis ok, mais en fait quand tu regardes les rosters et tout, bah ouais, quand ça clique, t'es puni, point. Pierre, tu as parlé, tu m'avais fait une super transition. Bon, au final, on a avancé un peu, mais tu as parlé du fait que contre les Warriors, et contre les Clippers d'ailleurs, on ra on raterait une vache dans un couloir, comme on dit. Ouais, Heu, impossible de scorer avec des pourcentages, dégueux, notamment à 3 points. ouais. Et alors là, on va dézoomer un peu, sortir un peu du road trip et avoir une vision un peu plus, globale du coup du début de saison là, du premier tiers de la saison. On le sait, Mazzulla prône un basket un peu, bah, dans la continuité de ce qui se faisait la saison dernière, prônait un basket un peu, enfin très, analytics. Hem, est-ce que justement ce côté un peu, tout pour le 3 points ou, la finition près du cercle, est-ce qu'on n'a pas justement ce mauvais côté, ce revers de la médaille qu'avaient, les Rockets à l'époque de James Harden? C'est-à-dire de vivre et mourir par le 3 points et on le voit, bah, notamment avec le match face aux Warriors et face aux Clippers où, bah, les jours où les 3 points rentrent pas, bah, tu perds en fait. Euh, je sais pas quoi te dire. J'ai envie de te dire oui si tu juges par rapport à il y a 15 ans. Et si tu juges par rapport à maintenant, je veux dire quasiment toutes les équipes prennent minimum 35 à 40 tirs à 3 points par match. Ouais, Donc, mais on sait que nous, on est alors j'ai pas le chiffre, sous les yeux là, mais on était premier de la ligue, au nombre de shoots à 3 points pris et vraiment de loin. après, J'ai pas le chiffre sous de les yeux là. mémoire, on est la deuxième ou troisième équipe, première équipe au global de réussite. Donc, pour l'instant, on peut pas dire que ça marchait pas. C'est toujours la même chose, mais je veux dire, peu importe sur la force où tu t'assois dessus, tu t'appuies dessus, pardon. Il y a toujours un moment où, bah, si même si tu décides de, par exemple, de tout miser, comme il y a, je sais pas, si on prend les Pistons avec quand ils étaient champions en 2004-2005 où c'était que du tir à mi-distance avec Rip Hamilton, bah, le jour il met pas dedans, il met pas dedans quoi. Et peu importe où tu es finalement sur le terrain, donc ça c'est toujours valable. Si à partir du moment où oui, on sait, tu sais très bien que bah, les jours où tu mets pas dedans, bah, ça va être très très compliqué. Et après, mais ça peu importe en fait. C'est un choix qui est fait. Je pense pas qu'il soit mauvais. Moi, c'est plutôt de comment ils sont amenés en fait, ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on on a raté. Est-ce que c'est des shoots ouverts? Est-ce que c'est des shoots forcés? Est-ce que c'est du pull-up? C'est plus le type
de shoot qu'on a par rapport à ce qu'on met plutôt, qui m'intéresse, honnêtement. Ouais, ok, je vois. Toi, Robin, est-ce que ça t'inquiète ce côté analytics ou est-ce que au contraire, pour toi, il n'y a pas de souci et ça devrait même s'arranger quand Robert Williams reviendra et alors Ford aussi? Mais sur le côté s'arranger quand Rob reviendra, on en a parlé dans le dernier podcast. Au niveau de l'inquiétude, non, parce que je suis assez d'accord sur le fait que c'est plutôt le shoot qu'on prend qui est intéressant, la qualité du shoot pris. Malgré tout, on a quand même trois personnes qui drivent très bien cette année. On a Jaylen Brown qui surdrive, je crois qu'il met quasiment, enfin, qui est très très haut dans la hiérarchie des, des points par drive. Tatum est bon et Brogdon est très bon aussi. Donc, t'as quand même malgré tout d'autres armes qui peuvent te permettre de pallier à un manque d'adresse. Je fais partie malgré tout des personnes qui pensent qu'on va pas assez sur la ligne des lancers. Et encore une fois, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous est imposé en termes de style, peut-être parce que bah t'as du personnel qui est juste compétent là-dedans. Et encore une fois, l'absence de Rob Williams fait que de toute façon, pour l'instant, c'est ta meilleure option en fait de jouer ce jeu-là. Et puis Et même, que sur j'ai envie On de dire, est 25e, pour info, on est 25e de NBA sur le nombre de lancers francs tentés, pour appuyer ce ouais, que tu tu vois. disais. mais par contre, enfin, je veux dire, avec ou sans Rob Williams, de toute façon, c'est pas un joueur de 1 contre 1 au poste. Rob Williams, c'est un joueur qui va finir Ouais, sur qui des va donner du catch and finish, qui sont des tirs à haut pourcentage voilà, en fait. qui va être une cible pour les lobes, qui va être sur du jeu de transition où il va pouvoir en trailer arriver se présenter sur des flashs au panier, mais c'est pas un joueur qui va augmenter ça en fait, qui va Oui, augmenter le nombre de tirs mais il va changer en fait, dans la c'est ce que raquette. je veux dire. C'est-à-dire qu'il va changer un petit peu, c'est-à-dire que tu seras moins orienté sur bah, du shoot, et t'as cette option qu'aujourd'hui tu n'as pas en fait. Plus après cette capacité au rebond offensif qui aujourd'hui est carrément nulle, parce que je crois qu'on est les derniers de la ligue. Euh, 27e. Ah ouais, d'accord. Bon, on est nul quand même. Et et là-dessus, il fera un bien fou. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un coach qui a regardé nos forces, nos faiblesses. Il a dit notre force pour l'instant, et avec le roster qu'on a, c'est le spacing, feu. Pour l'instant, en plus, on peut pas lui donner tort, ça cartonne. Et encore une fois, on est sur un échantillon de saison qui fait que bah, on n'a pas non plus aussi trouvé eu le temps de faire tous les ajustements ou d'essayer d'autres choses. Donc, pour l'instant, moi, ça m'inquiète aucunement parce que la qualité des tirs est bonne, les piliers de l'équipe offensive sont performants et en progression sur l'aspect de leur jeu. Donc, non, non, je suis pas très inquiet. Oui, de toute façon, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, globalement, je suis d'accord avec vous. Je suis obligé, pour le bien du podcast, de jouer l'avocat du diable et de vous poser des questions un peu voilà, ennuyantes. Mais, euh, mais non, en plus, je suis d'accord avec vous sur le fait que les shoots on prend beaucoup de 3 points, mais c'est des bons shoots, comme vous le disiez tout à l'heure. Et je pense notamment à justement ces fameuses défaites face aux Warriors et face aux Clippers, où si on regarde bien les tirs qu'on prend, alors évidemment, il y en a toujours dans un match des quelques tirs forcés, mais globalement, les tirs à 3 points qu'on prend, c'est des shoots qui sont pris en rythme et qui sont même parfois ouverts. Et en fait, c'est juste que bah, même les shoots ouverts sont pas rentrés, tout simplement. Donc globalement, je suis plutôt d'accord que le type de tir qu'on prend, au-delà de savoir si c'est un mid-range, un 3 points ou un tir au cercle, sont globalement pris dans le rythme après un mouvement de balle. Et donc oui, ils sont plutôt en accord avec ce qu'on voyait depuis le début de la saison. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, vous, sur bah, justement sur les derniers matchs? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu de Mazzulla, du coaching ou de l'équipe globalement, où vous vous êtes dit, tiens, ça, on ne l'avait pas vu au début de la saison? Bah, un truc qu'on n'avait pas forcément vu vraiment, mais qui semble un peu se confirmer, c'est le rapport que Joe a avec ses temps morts. Alors je sais que ça en fait rager certains, et en même temps, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien le fait qu'il mette du temps à les poser en fait. Moi j'aime assez bien cette idée je trouve que c'est super intéressant pour le futur de se dire, bah, c'est aussi à eux de trouver eux-mêmes La les solutions. solution. Ouais. Ouais. Et je veux dire, la SR, la saison régulière, ça sert vraiment à ça aussi, quoi. Enfin, ça sert à préparer les playoffs.
Et je veux dire, c'est pas mal aussi surtout que c'est des joueurs qui commencent à être expérimentés maintenant. Donc, c'est bien aussi de laisser les joueurs être eux-mêmes un peu les responsabilités quelque part. Moi, je trouve ça plutôt intéressant pour le futur. Après, je peux comprendre ceux qui ont la vision inverse. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser un peu dans la même veine. Je crois que c'est contre les Clippers, si je dis pas de bêtises, où il y a un blowout et Tatum, Brown, enfin Mazzulla laisse quasiment le starting five sur le terrain. Et en interview d'après-match, je crois il y a un journaliste qui demande, je crois que c'est à Jalen Brown, qui lui demande est-ce que vous avez compris le fait que vous restiez sur le terrain alors qu'il y avait un blowout? Et il disait justement que Mazzulla voulait les laisser un peu, genre, bah, en gros, vous avez été mauvais, mais essayez de trouver des solutions et de vous remettre dans le rythme pour le match face aux Lakers qui était le lendemain. Mm. Est-ce que toi, Robin, tu veux rajouter quelque Je chose, crois toi, même par qu'il rapport? leur demande leur avis Ah, c'est sur possible. justement ce truc, c'est-à-dire qu'il leur dit bon les gars, vous voulez faire quoi? Et les joueurs répondent bah non. Donc ça nous fait râler parce que ça fait des minutes en plus, mais pour le coup je suis assez d'accord sur l'aspect que Pierre souligne, c'est que et moi le premier en tant que fan des fois pendant le match je manque de recul en fait sur cet aspect laboratoire de la saison régulière. C'est-à-dire que effectivement les saisons sont hyper longues, hein, on n'arrête pas de le rappeler, on n'arrête pas de dire qu'il y a plein de matchs qui potentiellement servent pas à grand chose et tout, et bah pour le coup ça sert peut-être à ça, c'est-à-dire à vraiment faire ces expériences, à faire évoluer le joueur. On le répète suffisamment que nos joueurs, notamment nos leaders, sont très jeunes. Donc c'est vrai que régulièrement, en tout cas, c'est en tout cas assez assumé de la part de Mazzulla de les laisser un petit peu trouver la solution eux-mêmes. Attention à ce que ça devienne pas non plus une habitude. J'aimerais aussi voir des matchs où en fait il le fait pas du tout. C'est-à-dire que tu vois un temps mort rapidement pris pour voir qu'il est capable justement d'alterner éventuellement ses styles parce que je pense qu'il en aura quand même besoin en playoff et tout. Mais c'est vrai que voilà, cet aspect-là en saison régulière, je peux comprendre qu'on l'accepte et qu'on soit pour parce que oui, c'est vrai que si on prend vraiment ce recul et qu'on voit toutes les occasions, les nombres de matchs et le peu d'entraînement qu'ils ont euh, quand dans les road trips ou les trucs comme ça, et ben ouais, apprendre en étant forgeron, et puis voilà quoi. Alors du coup, je voulais vous lancer sur un autre petit sujet très rapide, c'était le nombre de minutes justement, mais je suppose que vous allez, vous allez répondre dans le même sens. Au début de la saison, je crois que c'est Jason Tatum qui disait dans un podcast qu'il était lessivé en fait de l'été d'avant, son intersaison, plus là les finales NBA, etc. Euh, donc un Tatum qui se disait lessivé, une équipe des Celtics qui a été jusqu'en finale NBA. Euh, on pouvait s'attendre, enfin, ou du moins en tant que fan, on espérait que des Tatum, Brom soient reposés de temps en temps avec des minutes un peu limitées, toute proportion gardée évidemment. Euh, Est-ce que le fait que Tatum, là j'ai la liste sous les yeux, Tatum il a 37 minutes par match, Brown a 35-7, Horford a 32, mais bon, on sait que c'est parce que Robert Williams n'est pas là aussi. Est-ce que ces minutes-là des Jays à plus de 35-36 minutes, ça vous embête ou justement vous vous dites bah, c'est pour que Mazzulla les fait beaucoup jouer pour qu'ils bossent leurs automatismes? Je sais pas, je suis un peu partagé. Je pense qu'il y a, euh, je sais plus qui disait ça, mais dans un des premiers podcasts, c'était le côté à dire que c'est un jeune coach, donc il a besoin de se rassurer et en faisant jouer C'est ses le meilleur stars. joueur. Ouais. Donc ce qu'on peut comprendre. Après, moi je trouve qu'il joue trop de toute façon. Moi, au-dessus de 35-36, ça commence à me crisper, hein, vraiment. Parce qu'à mon avis, au bout d'un moment, enfin, tu, tu, tu commences à tirer sur la corde, quoi. Au bout d'un moment, c'est beau être des pros, ils jouent tous les 2 jours. Faut savoir, même s'ils sont jeunes, savoir raison garder, être
je veux dire, même pour eux, en fait. Je veux dire, tu peux pas jouer à fond tout le temps quand tu as ce nombre de minutes. C'est pas possible, en fait. C'est juste impossible. Donc, pour moi, c'est évidemment trop. Après, moi, ce que j'espère, c'est que on aura plus de matchs comme contre Phoenix. Et là, contre Phoenix, bah, tu blow out l'équipe, bah, le quatrième quart-temps, tu le passes sur le banc, et c'est très bien, ils jouent. Et là, il n'y en a aucun qui a plus de 30 minutes, je crois. Donc, il faut qu'il y ait aussi ce genre de match. Après, forcément, si tu joues des prolongations comme aux Lakers, bah, tu te retrouves avec Tatum qui en joue 44, je crois. Donc, bon, c'est toujours compliqué. Il y a aussi ce côté de vouloir garder une dynamique. Ce que je peux comprendre, hein. Mais bon, attention quand même. Et puis de toute façon, on revient sur un problème qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire que on n'a pas non plus, on n'a pas des joueurs qui correspondent à ce profil-là, sur ces postes-là, sur le banc. On a un très bon banc, mais c'est un très bon banc, mais sans ailier, quoi. Enfin, sans vrai 3 de formation qui pourrait justement soulager par moment soit Tatum, soit Brown un petit peu. Voilà, donc tu es obligé de jouer vraiment assez différemment. Donc c'est aussi, je pense que ça va avec, quoi. Tu veux dire un ailier qui serait capable de porter la balle et de se créer Oui, son enfin un tir? ailier qui n'est pas Justin Jackson, quoi. Enfin, Ouais. Bah, on en a un, mais il vient de se faire les croisés. oui, On oui, en voilà, avait un. bah, c'est ça. C'est un peu ça. Donc ça, et voilà. Enfin, mais c'est vrai que ça, quand Danilo s'est blessé, ça allait être une problématique justement par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que tu savais que bah, les minutes seraient costauds, hein. Donc il faut espérer là que là on va enchaîner des matchs à domicile, qu'on ait quelques blowouts pour que justement bah, les gars jouent entre 28 et 32, ce sera très bien. Comme ça ils se reposeront un petit peu et puis voilà quoi. Sachant que du coup, la série de matchs à domicile, là, est alors, on sait qu'en NBA, tu peux perdre contre n'importe qui, Mm. mais sur le papier est relativement abordable puisqu'on joue 2 fois le Magic, une fois les Pacers, bon, qui viennent de battre les Warriors d'ailleurs, les Wolves qui sont pas forcément en super forme. Ensuite, il y a le fameux Christmas Day, contre les Bucks et ensuite Rockets et Clippers. Donc normalement, tu peux te faire une petite série de wins, là-dedans, normalement. Après, on peut voir ça aussi de manière annuelle, comme le temps de travail. C'est-à-dire que tu peux te dire aussi, bah là, on engrange les victoires, je fais jouer beaucoup les mecs. Et Et à la fin de sachant l'année, qu'à un mois avant les playoffs, RTT. on va les mettre en RTT, ils vont jouer un match sur deux, on va leur poser leur congé annuel, et puis voilà. Ça peut aussi se faire comme ça. Donc c'est peut-être aussi voir en fin d'année comment ça va être géré. C'est possible. Ok, donc je pense qu'on a fait un bon petit tour sur cette partie-là. Donc globalement, voilà, il y a eu ce road trip. Avant ça, il y a eu une grosse série de wins où je crois qu'on fait, avant le road trip, je crois qu'on fait genre, j'ai le truc sous les yeux, on fait 5 victoires d'affilée, mais avant ça, il y a une défaite aux Bulls et sinon on était sur 9 victoires d'affilée. Donc on avait 14 victoires en 15 matchs. Donc globalement, voilà, il y a ces 2 défaites face aux Warriors et aux Clippers, mais pas plus inquiet que ça. On reste, plutôt confiant, je pense, globalement. Je voudrais qu'on parle maintenant d'un joueur en particulier. Rapidement, on a parlé dans l'ancien enfin dans le dernier podcast, donc Robin et avec, Johan et Elias nous ont parlé un peu de Robert Williams, nous ont parlé de Jaylen Brown. Je voudrais qu'on parle un peu d'un joueur dont on parle pas assez selon moi et qui pourtant est probablement un des joueurs les plus réguliers depuis le début de saison, c'est Derrick White, qui apparemment au shoot à 3 points est devenu Kyle Korver, apparemment sur les catch and shoot. Euh, Est-ce que, je sais pas, Robin, par exemple, si tu veux commencer, est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots sur Derrick White? Est-ce que tu es étonné du niveau de Derrick White cette saison, alors que la saison dernière, quand il est trade des Spurs, quand il arrive des Spurs, il n'est pas catastrophique, mais voilà, il n'est pas extraordinaire non plus, il a des hauts et des bas. Est-ce que toi, ça t'étonne son niveau, ou est-ce que finalement tu t'y attendais parce que, et j'aime bien le rappeler, je l'avais annoncé, qu'avec une intersaison complète, on pouvait s'attendre à ce qui rentre parfaitement dans le moule. Bah en fait,
si je veux résumer Derrick White, je trouve qu'il est passé de bon joueur l'année dernière à très bon cette année. Je pense que c'est assez bien résumé la situation. Déjà, tu as une adresse effectivement à 3 points qui a explosé, hein. Il tournait à 30% chez nous l'année dernière, aujourd'hui il est à 42. Bon, rien que ça déjà, ça fait une énorme diff. Après, on a aussi un système défensif aujourd'hui qui lui convient bien parce que le fait de jouer en drop, ça oblige nos extérieurs à beaucoup naviguer à travers les écrans, etc. Et c'est un des seuls qui le fait vraiment très très bien, qui est à l'aise dans cet exercice. Et puis après, étonné de ce qu'il fait sur le reste du jeu, non, parce qu'on sait très bien que c'est un facilitateur et qu'encore une fois, son plafond augmente avec le plafond du collectif en fait. Plus tu le mets dans une bonne équipe, j'ai l'impression, plus c'est le type de joueur qui va aussi s'élever et embrasser. En plus, il faut embrasser voilà plein de rôles, donc en fait, il est tout le temps à l'aise, peu importe avec qui tu le mets sur le terrain. Et aujourd'hui, bah clairement, il est utilisé à la perfection. Il joue 2 minutes de moins que l'année dernière, je crois. Euh, et ouais, là où je suis vraiment étonné, c'est cette adresse à 3 points. Qui, pour le coup, je me suis dit, bon, bah ça va redescendre, ça va redescendre. Et on va pas se mentir, ça va redescendre. Mais peut-être pas autant que ce que je pensais, en fait. Ça marche. Pierre, toi, un petit mot sur Derrick Blanc. Ouais, bah déjà, l'adresse à 3 points sur les 5 derniers matchs, elle est quand même assez redescendue, hein. On va pas se mentir, elle doit être à 5 sur 21, un truc comme ça. Par contre, après, ce qui est top avec lui, c'est effectivement ses qualités défensives et sa capacité à comprendre le rôle, en fait. Et je pense que c'est en ça que l'intersaison lui a fait du bien. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je dois amener à l'équipe. Et en fait, du coup, il a bien compris qu'il fallait qu'il soit à droit de loin. Donc, il a bossé sur ça. Et bah, ça prouve un peu l'intelligence du mec par rapport à lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il ne sera pas une tête de gondole, mais il sait qu'il peut se rendre indispensable. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, ça, c'est à mettre à son crédit, quoi. Sur les 5 derniers matchs, il y a un truc assez amusant, c'est que qui illustre un peu son intelligence et son QI, du moins offensivement, c'est qu'il a 12 passes décisives pour une seule balle perdue. Donc ça fait un ratio plus que correct. Oui, bah, de toute façon, on sent que c'est quelqu'un qui a été formé à bonne école, on va dire. Exactement. Très bien, on se projette un peu sur la suite. Question toute simple, est-ce que pour vous, alors on l'a dit globalement, ce bilan des 29 premiers matchs est positif, même très positif, surtout en l'absence de Robert Williams. Robert Williams qui pourrait potentiellement, info à prendre des pincettes, mais qui pourrait potentiellement rejouer contre Orlando. La suite, Robin, toi, tu plutôt confiant par rapport à ce que tu pensais au début de saison, ou est-ce que tu dis, après ce que tu as vu sur les 29 premiers matchs, tu te dis finalement on peut être plus fort que ce que je croyais, ou attention, tu as des réserves? Bah déjà, quand on regarde le calendrier, on se dit que c'est plutôt positif. C'est-à-dire que là, on va quand même se diriger vers un calendrier qui est moins difficile que ce qu'on a déjà eu. Donc ça donne quand même pas mal d'optimisme. Euh, Après, quand on regarde un petit peu nos statistiques et tout, on voit que quand même tout ce qui est nécessaire et euh, qui forge en fait une bonne saison est là. La qualité des shoots pris, l'offensive rating, le defensive rating qui est en progression et qui fait que progresser et toujours sans Rob Williams. Donc tu sais que quand même t'as un niveau plancher qui est d'une très très haute qualité et qu'en plus t'es encore pas à ton maximum. Donc avoir un petit peu après la gestion du coach, comment il va vouloir, comme disait Pierre, gérer un petit peu son effectif peut-être sur la fin, tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui tu as un matelas. Est-ce que le matelas va un petit peu motiver tout le monde en se disant bon bah on tape plus haut qu'on avait prévu, ou est-ce que le matelas va te permettre justement bah, peut-être de faire revenir Rob Williams un peu plus tard pour qu'il prenne un peu plus de repos encore, ou des choses comme ça c'est vraiment en fonction du choix du staff et de la concertation à mon avis avec les joueurs. Ce qui m'intéresse vraiment après au cas par cas, c'est la capacité à Tatum à maintenir ce niveau. Il a démarré très tôt en termes
de qualité de jeu. Je sais pas s'il va arriver à maintenir un petit peu cette efficacité qui est sa meilleure en carrière. J'ai très hâte de voir ça justement. Est-ce que bah justement il a dans son classique sa classique deuxième partie de saison qui fait que monter, et dans ce cas-là on deviendra vraiment, plus qu'on est déjà très intéressant, mais on deviendra vraiment très 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 fort. Et puis après, pour le reste, bah, tout roule. Je veux dire, aujourd'hui, je vois pas des choses qui font que c'est ultra dangereux, et je vois pas des choses qui font que je me dis qu'on va exploser encore plus. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur des rails. Pierre, tu partages le même avis ou t'as quelques points où tu doutes? Ou plutôt, t'attends de voir? Non, mais après, enfin, voilà, on n'est que sur de la SR, hein. Alors à chaque C'est fois, ça en fait. c'est un peu ce que je dis, mais c'est vrai qu'entre la saison régulière et les playoffs, c'est quand même presque pas le même sport en fait. Donc et c'est pas les mêmes rotations et tu joues pas avec autant de mecs et donc tout est très très différent. Ce qui compte, encore une fois, le but à la fin, c'est d'arriver en pleine qu'on ait tout le monde au début des playoffs. C'est vraiment pour moi ça maintenant l'unique but quasiment. Et après, limite, je m'en fiche un peu de ce qui se passe jusque-là quasiment. C'est-à-dire que ma seule crainte à chaque fois, c'est de me dire est-ce qu'on n'a pas un mec de blessé? Une fois qu'on n'a pas de blessé, pour moi, c'est déjà une victoire, ça en fait. Quand on voit l'importance que ça a, euh, je trouve que vraiment c'est le truc important si on se projette à moyen terme. Après, ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment euh, Joe va utiliser Rob Williams, qui revient effectivement bien demain, hein. C'est confirmé par Charania et Vosges qui vient de tweeter sur ça. Donc ça va être super intéressant de voir comment il revient, à quel niveau il revient, s'il a gardé toute sa mobilité. Euh, donc tout ça, moi, ça va vraiment m'intéresser. Voir aussi comment, si on continue avec ce qu'avait instauré Udoka avec les deux intérieurs dans 5 de départ ou pas. Voir si Rob va être utilisé un peu plus pour la création parce qu'on sait que c'est un bon passeur. Tout ça, ça va être des choses à regarder, mais c'est plutôt avec gourmandise que j'ai envie de voir plutôt qu'avec inquiétude. Ça marche. Bon, globalement, Ouais. ouais, Robin, tu veux Si, rajouter quelque si tu chose? veux, en fait, faut pas que les gens pensent qu'on est blasé de tout ça, hein. C'est une très belle saison, et en tant que fan, sur chaque match, tu prends ton pied parce que tu fais que gagner la plupart du temps. Donc c'est super cool. Mais c'est aussi, aujourd'hui, il faut se le dire, une équipe qui est taillée pour ça. C'est-à-dire quand tu dépenses autant, quand tu fais les recrutements que tu as fait et les résultats que tu as eu sur la deuxième partie de saison dernière, finalement, c'est une continuité. Alors, la normaliser, c'est faire un petit peu le pourri gâté, mais aujourd'hui, enfin, force est de constater qu'il y a des choses qui sont intéressantes sur le fait, par exemple, que tu as des Hauser qui ont vraiment définitivement intégré la rotation parce qu'on voit qu'il a joué tous les matchs, par exemple. Il y a effectivement, comme l'a dit Pierre, des retours de personnes importantes et qui sont toujours en plus en phase de progression, qui sont qui vont être très intéressantes à surveiller. Mais aujourd'hui, si tu veux, enfin, hormis la course au trophée ou savoir si Jalen Brown va être All-Star ou All-NBA, malheureusement, il va juste falloir qu'on solidifie les bases qui ont été mises en place, deux, qu'on en apprenne encore plus sur le coach parce que il va avoir encore plus d'options, et du coup, on va voir un petit peu s'il fait des ajustements ou pas. Mais sur ce qui a été vu, en fait, tu touches à rien et t'as une très bonne saison. Et si on veut revenir sur le sujet de Pierre, qui est un petit peu les playoffs pour plus tard, pour la projection, euh, on sait très bien à quel point les supporters sont difficiles. C'est-à-dire que tu peux avoir fait la plus belle saison régulière que tu veux. Si tu te fais taper de la mauvaise manière en playoff, tout le monde l'oubliera. Donc qui continue, c'est très bien, on va pas s'en plaindre. Mais mais c'est pas facile en fait de se dire ultra optimiste ou ultra pessimiste en fait. Aujourd'hui, on fait que regarder ce que les gars montrent, et on analyse un petit peu les bases, comme disait, les qualités de tir pris et tout. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est excellent. Donc tu peux être optimiste, mais c'est tout quoi.
Ok, parfait. Bon, bah, tout est bien dans le meilleur des mondes, pour l'instant. Surtout qu'en plus, niveau blessure en playoff, je pense que sur les dernières saisons, on a assez donné. Si on peut faire une campagne de playoff sans, sans blessure, ça pourrait être pas mal. Les gars, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Donc bah, merci à vous. Ah oui, alors avant de partir, c'est vrai, on a encore un peu de temps. On peut faire un petit peu de basket fiction si vous voulez. Aujourd'hui, Pierre m'a susurré à l'oreille que on est le 15 décembre et que du coup, c'est à partir d'aujourd'hui que les joueurs qui ont signé cet été sont disponibles via trade. C'est bien ça, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc, alors chez nous, c'est notamment euh, Danilo Gallinari et Blake Griffin, notamment parmi les joueurs qui pourraient peut-être avoir un peu de value, même si Blake Griffin, je pense pas trop. Et bon, Gallinari, c'est plus son contrat qui pourrait servir de filler dans un trade plus que le joueur en lui-même, vu qu'il est blessé. Est-ce que vous, les gars, même si c'est encore très tôt pour le dire et qu'on sait que Brad Stevens aime bien gérer un peu dans l'ombre et pas trop faire fuiter, est-ce que vous, vous vous attendez à quelque chose et est-ce que vous, à la place de Brad Stevens, vous voudriez faire quelque chose? Ou est-ce que on est premier, on est premier de la ligue, on gagne, on touche à rien et on continue? Alors, je vais prendre la parole. Je suis l'homme qui susurre. Euh, ouais, moi, je pense qu'il va toucher à rien. Moi, j'ai cette intime conviction-là, en tout cas. Après, il y a un joueur qui paye un petit peu tous les pots cassés du recrutement, c'est Peyton Pritchard. Et lui, pour sa carrière à lui, j'ai presque envie qu'il soit échangé, en fait. Parce que vu qu'on l'utilise que très très peu, ou vraiment à la marge, et il faut qu'il y ait 200 blessés, et que voilà, j'ai presque envie pour lui qu'il soit échangé, mais c'est juste moi et pour ce joueur-là, en fait. C'est pour qu'on puisse le voir jouer, mais sinon, en vrai, je pense qu'il va rien se passer. Après, à noter quand même on a deux TPE à utiliser, enfin, qu'on peut utiliser, on n'est pas obligé non plus, hein, qu'on peut utiliser, une de 7 millions et une de 5, un truc comme ça, je crois. Bon, après, il faut trouver les gens qui seraient intéressés par ça. C'est pas forcément évident non plus. Et puis, sachant qu'en plus de ça, là, à l'heure actuelle, de toute façon, il faudrait échanger des gens parce qu'on a le roster qui est complet. Donc voilà. Après, moi, si on me demande s'il y a un ailier de bon niveau qui veut venir, je serais pas contre. Mais bon, après, ça, c'est du bonus. Ok, Robin, toi, t'es aussi de la team on touche à rien? Alors moi je change pas Peyton Pritchard parce que je pense pas à sa carrière, je pense à Boston. Et du coup, et du coup je les change pas. Mais ouais, enfin là on est sur un marché clairement d'opportunisme euh, pour Brad Stevens. En plus c'est super dur parce qu'on en parlait en off, mais déjà que Ainge fuitait rien, Stevens c'est pire. Donc il y aura éventuellement des opportunités avec les TPE à saisir ou éventuellement ouais, le contrat de Gallo. Je sais pas quel message ça envoie non plus de dégager un mec que tu viens de recruter comme ça. Donc attendons D'autant déjà, je pense la d'autant réintégration de qu'il est Rob. fan, en plus, ce qui serait dommage avec Gallinari quand même, ce serait que lui, qui était fan de Boston jeune, de signer dans son club, dans sa franchise préférée, de Ouais, ne jamais jouer, serait un message assez terrible quand même. ouais, donc franchement sur vraiment un marché d'opportunités. Après cette saison, enfin on en parlait aussi en off que je trouve bizarre où t'as des équipes qui vont être vendeuses alors que je pensais pas qu'elles le seraient et du coup potentiellement t'as peut-être des opportunités qui vont être à saisir hein, donc faut jamais dire jamais mais là ça va être à mon avis vraiment du fignolage, pourquoi pas un peu de gars coupés ou quoi, mais on sait un petit peu la valeur que ça a dans la post-season, c'est-à-dire que dalle la plupart du temps. Et puis bon, enfin je veux dire aujourd'hui il faut aussi donner du crédit aux gars qui sont là, qui font un boulot bien au-dessus pour certains de ce qu'on pensait. Et je pense que le message que t'envoies si tu bouges pas, il est aussi positif dans le sens où bah les gars, on a vu, on voit que ça se passe bien, on voit que vous faites le boulot, on voit que l'ambiance du groupe elle est excellente. Donc pourquoi changer hein.
Oui, puis Je- en plus avec Brad Stevens, je pense notamment quand tu parles des joueurs qui performent et plus que ce qu'on attendait, tu penses notamment à Cornet. Stevens Enfin, l'avait annoncé, lui. Donc en plus, voilà, et en plus, autant si ça avait été Danny Ainge, on aurait pu se dire, bah tiens, Danny Ainge va vouloir surfer sur la cote de Cornet qui doit être quand même euh, au plus haut qu'elle n'a jamais été dans sa carrière, je pense, actuellement. Euh, et je pense que Brad Stevens, lui, ne fera pas ça, en plus, enfin, justement parce que c'est un grand fan du joueur. Donc ouais, plutôt d'accord. Je sais pas si on bougera. Je sais même pas si je voudrais bouger. Parce qu'en fait, je voudrais bouger, mais je voudrais pas changer l'effectif. Donc compliqué. À moins qu'on arrive à ramener des joueurs contre Justin Jackson et un second tour protégé jusqu'au pick 58. ouais, Mais c'est ça. sinon, Bah, disons que le mieux, des fois, c'est l'ennemi du bien. Et enfin, il y a un moment, force est de constater que quand t'as le bilan que t'as, avec l'effectif qui est pas encore au complet, putain, faut quand même aussi qu'on se tempère. Alors c'est vrai qu'en tant que fan, toujours pareil. On aime tu bien veux quand toujours ça plus. bouge et tout. On aime bien quand ça bouge. On voudrait aussi avoir Joel Embiid contre Luke Cornet. Ok, d'accord. Mais si on se calme Oh, deux je suis même secondes, pas sûr. ouais, peut-être pas Pierre. Mais, mais si on se calme 2 secondes, euh, ouais, non. Franchement, je nous attends vraiment tiède, voire froid sur cette intersaison du milieu là, sur cette Sur- deadline. Surtout qu'en plus, il y a un truc qu'on oublie souvent enfin qu'on oublie souvent dans les parties de tout ce côté-là, un peu de trade, de ramener des joueurs, etc. C'est la partie intégration. Bah, on en a parlé un peu avec Derrick White, Oui. hein, on l'a vu, la différence entre un mec qui vient d'arriver à la deadline et un mec qui a passé une intersaison complète, c'est deux joueurs différents en fait. Et, euh, et on sent quand même que, je vais reprendre une phrase mythique, mais le groupe vit bien. On sent quand même que globalement, même Blake Griffin qui est arrivé cet été a accepté son rôle. Vous en parliez d'ailleurs, Robin, dans le dernier podcast. A accepté son rôle d'excellente manière. On voit des Luke Cornell qui est parfaitement intégré, Malcolm Brogdon aussi qui avait fait une déclat que j'avais bien aimé où il disait qui parlait souvent aux Jays en leur disant vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'être dans cette organisation et d'être dans la situation que vous êtes actuellement. Je peux vous dire que c'est pas aussi bien, enfin, que en gros, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et c'est pas mal d'avoir des Surtout à Boston. vétérans. J'ai même pas fait j'ai même pas pensé. Mais je trouve ça bien d'avoir des vétérans comme ça qui prennent leur rôle, qui acceptent leur rôle. Et c'est vraiment pas mal, surtout quand tu sais que tu as un Jalen Brown que tu vas devoir re-signer dans un an, un Grant aussi que tu vas devoir re-signer cet été. Euh, donc ouais, globalement, plutôt d'accord avec vous de pas trop bouger, sauf si opportunité il y a, évidemment. Si on revient en plus sur le match d'ouverture des Sixers et que je vous dis qu'on a ce bilan-là à cette période-là, un, vous me traitez tous de fous, et deux, vous espériez même pas autant. Et moi le premier, hein. Donc ouais, vraiment, faut pas toucher. Ça marche, tu touches pas. Voilà, on va finir sur ce super conseil digne d'un électricien. Exactement. Digne de Brandao à l'OM. Je l'ai pas touché, je l'ai pas touché, hein. Bon les gars, bah, merci beaucoup à vous. On a fait un bon petit tour. Le prochain, je pense pas qu'on ait prévu quelque chose avant la fin de l'année, mais on se retrouvera du coup probablement dans l'année suivante, au mois de janvier, pour parler un peu de ce qui s'est passé fin décembre et début janvier du coup. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, passer Et des Puis, non, on va pas se dire à l'année prochaine tout ça, on n'en sait rien. Peut-être qu'il va y avoir un trade avant et qu'on va être obligé, mon Dieu, obligé de refaire un podcast. Juste pour la oui, petite annonce, si vous voulez faire un cadeau, j'envoie mon RIB, hein, si vous voulez, en MP, il n'y a pas de problème, hein. on peut s'arranger, on va créer un compte en banque, le Une trèfle. cagnotte litchi Voilà. pour mon déambulateur, ce serait bien aimable. Pour du baume du tigre. Exactement. Bon bah merci les gars, et je vous dis à la prochaine.
Et bah, à très Bonne bientôt. soirée à tous. Allez, ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.